les défis d'éthique médicale dans le cadre de la présente crise, voire pandémie du Covid-19. En fait, je ne suis pas un professeur d'éthique, je ne suis pas un so-called spécialiste. Pour moi, l'éthique n'est pas quelque chose du domaine des spécialistes. Nous devrions tous être des éthiciens. L'éthique est quelque chose qui nous concerne tous les jours, tous. De nature, je suis donc ORL, je suis agrégé à la faculté de médecine de l'université de la Sarre en Allemagne. Et dès ma jeune adolescence, dès le moment où j'étais étudiant en médecine, je me suis intéressé à l'éthique et je suis resté avec l'éthique jusque maintenant. Pour le moment, je fais partie du comité d'éthique hospitalier des hôpitaux Robert Schuman. Vous savez que dans la loi hospitalière, tous les hôpitaux sont obligés à intégrer, à avoir un comité d'éthique hospitalier pour les besoins quotidiens qu'il y a. Dans le cadre de la crise, nous nous sommes penchés donc sur les défis éthiques. Et donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait, quelles étaient nos réflexions. Je n'ai malheureusement pas de PowerPoint, étant donné que tout ça, c'est l'invitation jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé en 24 heures à peu près. Pour que ce soit pas trop ennuyeux, je pense que poser des questions en cours de route serait bien pour éviter la monotonie de mon exposé. Alors, pour résumer de quoi il s'agit, vous savez que fin de l'année passée, en Chine, on a découvert un virus, un nouveau virus, le coronavirus SARS-CoV-2, qui s'est trouvé responsable d'états d'infection grave avec distress respiratoire sévère, capable de tuer le patient. Les Chines ont parlé d'une urgence de santé publique de portée internationale en raison de la contagiosité et de la virulence de ce virus. Et vous savez que dans la province de Wuhan, tout a été confiné, on a isolé pratiquement toute la province pour maîtriser cette situation. À l'époque, dans nos régions, les gens ont encore fait des blagues là-dessus. L'évolution, vous la connaissez. Le virus s'est épandu à l'échelle planétaire. En janvier 2020, le premier cas d'infection a été enregistré en France et le premier décès le 14 février de cette année-ci en France. Vous connaissez l'évolution en Italie, en Espagne, en France et dans d'autres pays. Après une première phase où il fallait assurer la détection et la prise en charge des patients cas possibles et cas confirmés, très vite on est passé à une deuxième phase une stratégie d'endiguement adaptée pour freiner la propagation du virus, pour finalement passer d'une logique de détection à la phase 3, notamment à une logique d'action collective avec toutes les conséquences de confinement, des mesures dramatiques dans le cadre d'exception, si vous voulez, un état de guerre, pour reprendre les mots de Macron qu'on a maintenant.
avec toutes les conséquences que cela a. L'enjeu éthique majeur pour le moment est d'engager la société dans une démarche de responsabilité, de solidarité et de discipline. La pandémie du Covid-19 ne peut être vaincue ni par la politique, ni par les forces de l'ordre, ni par les services médicaux ou sanitaires, mais uniquement grâce à l'engagement solidaire et responsable de chacun d'entre nous, de tous les citoyens. On n'arrête pas de répéter ce genre de choses. C'est ainsi que nous avons peut-être la chance de protéger les plus exposés et les plus fragiles d'entre nous, notamment les personnes âgées, les malades atteints de maladies chroniques graves, les plus démunis. Cet engagement collectif et solidaire peut être une chance pour atteindre un niveau de réflexion et de comportement éthique supérieur, plus noble, où non seulement l'intérêt de chacun d'entre nous, mais surtout l'intérêt de l'autre, l'intérêt de la société tout entière détermine nos actions. Qu'est-ce que ça veut dire être autonome, être libre? Est-ce que c'est un droit? Bien sûr, c'est un droit, mais comment est-ce que nous l'interprétons? Est-ce que être libre veut dire, est-ce qu'être autonome veut dire être autonome par rapport à l'autre, contre l'autre? Ou est-ce que autonome, dans le sens noble, veut dire être libre avec l'autre, dans l'intérêt de nous tous? Et si on comprend le terme d'autonomie dans le sens noble, en deuxième vue, malgré toutes ces mesures qui ont été prises et qui ont dû être prises, nous pouvons dire que l'autonomie, dans le sens noble, dans le sens éthique du terme, est préservée. Et là, nous sommes dans le vif du sujet de l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique? L'éthique, c'est une réflexion sur les valeurs et qui motivent nos actions. Cette réflexion s'intéresse à nos rapports avec autrui. Ou bien, si vous voulez, on peut résumer l'éthique comme étant le souci de l'autre. Réfléchir, argumenter, quelles sont les conséquences de mes actions, non seulement pour moi-même, mais par rapport à l'autre, au voisin, à la société. On parle aujourd'hui, vous le savez, de beaucoup de genres d'éthique. L'éthique médicale dont nous parlons aujourd'hui, mais il y a l'éthique institutionnelle, l'éthique monétaire, etc. N'importe, même en cas de crise, même en cas de pandémie ou de catastrophe, nous ne fonctionnons pas dans un espace de non-droit. L'éthique s'applique avec ces principes, même en temps de guerre ou en temps de catastrophe. Quels sont les principes à respecter? Mais un principe important, c'est celui de la dignité humaine. La dignité humaine ne peut en aucun cas être mise en cause, quelle que soit la gravité de la situation. La dignité humaine ne dépend pas d'une quelconque utilité de l'homme, quelle qu'elle soit, économique, politique, ethnique, religieuse ou autre. Dans nos régions, dans notre système législatif qu'on a, on ne peut pas compter une vie par rapport plus importante ou plus précieuse par rapport à une autre. La vie d'un sans-abri vaut la même chose que la vie d'un patron de grande entreprise, par exemple.
Donc, même en temps de crise, nous ne fonctionnons pas dans un espace de non-droit. Dans le respect de la dignité humaine, chaque patient a le droit à des soins de santé de qualité à la mesure de ses besoins. Tout humain en détresse a le droit à un traitement identique. Passons au principe suivant qui est celui de l'obligation déontologique de traitement et de soins. Chaque médecin a une obligation déontologique de traiter ses malades, même en cas de danger public. Néanmoins, nul ne peut attendre que le médecin ou le soignant mettent en danger leur propre santé ou leur vie, ni celle de leurs proches, en essayant de satisfaire à ces tâches et obligations. De cette obligation déontologique de traitement découle directement pour les institutions le devoir de mettre à la disposition du soignant, du médecin, tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse travailler dans des conditions idéales ou aussi saines et sûres que possible. Vêtements de protection, masques, gants, etc. Pour que le soignant ou le médecin puisse agir en sécurité pour protéger sa propre santé et celle de ses proches. Alors, d'autres principes qui ne doivent pas être négligés non plus, c'est celui du consentement éclairé, bien sûr, celui de l'autonomie ou de l'autodétermination du malade, si c'est possible, et celui du secret professionnel aussi. Bien sûr, les principes de la bienveillance et de non-malfaisance sont à respecter, de même que le droit et l'obligation de bien argumenter et de formuler ces décisions par écrit pour les retenir et les fixer. Voilà, il y a une question de Madame, Monsieur Brucoleri. Vous dites que dans le système législatif, on ne peut pas compter une vie par rapport à une autre. Salle d'un sans-abri. Comment le choix se fait lorsqu'il reste qu'un appareil de voilà. Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Ça fait partie d'un sujet central de mon exposé et je vais y revenir après, si vous permettez. Je vais vous donner la réponse à cette très bonne question. Alors, venons à notre état de crise. Qu'est-ce qui se passe avec les patients Covid positifs? Alors, pour ne pas submerger ou immerger, faire déborder les institutions hospitalières, les patients Covid positifs devraient rester à l'écart des institutions hospitalières dans la mesure du possible. Vous savez que dans 80 cas, la maladie est très clémente et les patients peuvent être soignés à domicile. Les critères doivent être définis avec clarté. Maintenant, à peu près 15 à 20% des patients développent un état de maladie plus sévère et ont besoin de soins à l'hôpital. Alors, bien sûr, on doit définir les critères d'hospitalisation. Et de ces 20%, il y a un certain nombre qui développent des complications, qui se dégradent, qui développent un ARDS sévère et qui nécessitent des soins en réanimation.
Alors, toute admission en service de soins intensifs doit faire l'objet de critères précis afin de limiter la saturation des unités et le gâchis de ressources précieuses. Chaque patient Covid positif soigné en réanimation sera rapidement et systématiquement intubé afin de protéger le personnel soignant et de minimiser les risques de contamination par des aérosols contenant les virus et infectieux. Avec cette seule exception de l'intubation précoce, tous les critères d'admission et les critères de traitement en réanimation sont les mêmes que pour les patients Covid négatifs. Donc il n'y a pas de différence par rapport aux critères d'admission et aux critères de définition de plan de traitement. Pour ce qui est des personnes âgées, qui font une grande partie des patients qui auraient besoin de soins intensifs en réanimation et qui sont à risque, en vue d'éviter des mesures disproportionnées, il est recommandé que le médecin de famille ou le gériatre traitant établisse à l'avance un plan de traitement qui définit clairement ce qui est voulu par le patient, ce qui est raisonnable en cas d'aggravation. Si le patient est en état de participer, bien sûr, il faut respecter le principe d'autodétermination du patient. Il faut intégrer les proches médiques s'il s'agit de patients en état de démence avérée ou avancée. Préférable qu'un tel plan de traitement soit établi à l'avance avant que, en cas d'infection par le virus, le patient se dégrade et que la famille soit obligée à prendre une décision en phase de dégradation aiguë. On ne peut pas attendre des proches dans une telle situation désespérée de prendre une décision objective éthiquement correcte. Donc il faudrait prévoir ça dès l'avance, avant que le patient ne se dégrade. Dans cette tranche d'âge, sur des patients en état de démence avancée, le recours à l'ECMO, c'est-à-dire l'Extracorporeal Membrane Oxygenation, est écarté. En général, l'indication pour le recours à un tel traitement est à voir avec prudence, avec un esprit critique pour ne pas gâcher les appareils à disposition, pour ne pas faire des choses qui ne seraient pas dans l'intérêt du patient. Garder ces patients atteints d'une démence avérée au sein de la maison de soins, à l'écart du milieu hospitalier, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons un out-hospital setting, en les faisant bénéficier bien sûr des meilleurs soins symptomatiques, de tous les soins de palliative care nécessaires pour soulager leurs souffrances et leurs angoisses, est dans ce contexte à considérer comme un acte humanitaire et raisonnable. Bien sûr, pour cette catégorie de patients, c'est-à-dire pour nos concitoyens âgés, il est important aussi de savoir si une disposition de fin de vie
ou une directive anticipée ont été rédigées, signées, déposées. Ce genre de papier est bien sûr très important aussi pour prendre des décisions dans ce contexte. Si on est déjà avec nos concitoyens âgés, nos mamans, nos grands-mères, grands-pères, il faut savoir que eux, pour le moment, ils passent une période très difficile. Non seulement s'ils sont infectés ou non, mais aussi à cause de ce confinement extrême et de l'isolement qui en découle. Ces personnes souvent se retrouvent dans leur chambre toute la journée et attendent la visite de leur famille, de leurs proches, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et depuis des semaines, ils sont confinés, ils sont isolés, ce qui, du point de vue humanitaire et de point de vue moral, c'est certainement très très difficile à supporter par eux. Il faut en tenir compte dans la mesure du possible en mettant à leur disposition les outils de communication moderne tels FaceTime, Skype, etc., pour qu'au moins un minimum de communication avec leurs proches puisse être organisé. Bon, alors revenons donc à la question que vous avez posée. Pour l'accès aux places disponibles, nous avons donc revu les rapports d'expérience en Italie, en Chine, en France. L'accès aux places est réglé a priori par le principe first come, first served, c'est-à-dire un random criterium, tant qu'il y a de la place. Mais en cas de pénurie de matériel, de respirateurs, de places en réanimation, de pénurie de ressources humaines, il peut s'avérer nécessaire de faire un choix. C'est un tri pour définir quel patient a le droit aux soins intensifs, quel patient a le droit d'accès à un respirateur ou non. Dans ce cadre, il est inacceptable de retenir une limite d'âge chronologique. C'est plutôt l'âge biologique qui est défini par la fragilité de la personne, par les comorbidités qui sont en jeu, qui doit être considéré. Quels sont ce genre de comorbidités qu'il faut retenir? Par exemple, ce sont des maladies cancéreuses avec pronostic engagé, l'atteinte par une démence avérée, la BPCO dans un stade avancé, par exemple le stade 4, une insuffisance rénale avancée de mauvais pronostic d'un même qu'une insuffisance cardiaque avancée, une déficience immunologique grave ou des maladies neurologiques ou neuromusculaires dégénératives avancées. Bien sûr, les patients qui ont signé à l'avance une directive anticipée, qui renoncent aux soins intensifs, ne sont pas éligibles à ce genre de traitement. Ce qui semble important aussi que ces décisions, une fois prises, doivent être révisées et rediscutées régulièrement après 24 heures ou 48 heures en fonction de l'état médical, respectivement, des nécessités de places de traitement dans le service. Donc, une décision une fois prise n'est pas forcément
définitive en fonction de l'évolution du malade, en concordance avec le plan de traitement. Un patient, une fois admis à un respirateur, peut être écarté de nouveau pour faire la place à quelqu'un d'autre qui a plus de chances d'en profiter et de survivre. Voilà. Donc, je pense que, j'espère que jusqu'ici, tout est clair. Revenons aux décisions difficiles à prendre. Afin de diminuer la charge psychologique des équipes qui doivent prendre les décisions et qui sont sur le terrain, il est recommandé de prendre toute décision lourde, comme par exemple le refus d'un patient et la désespoir avec extubation d'un qui a de mauvaises chances pour laisser la place à quelqu'un d'autre qui a de meilleures chances. En petit comité ou groupe décisionnel. Un tel comité se compose bien sûr du médecin responsable du patient avec un collègue de la même spécialité par exemple, un médecin d'une autre spécialité, par exemple le médecin traitant, le gériatre de la maison de soins, ainsi que des représentations du personnel paramédical qui font partie de l'équipe soignante. Donc une telle composition est à privilégier. En cas de besoin, bien sûr, le comité d'éthique doit être à disposition et peut être sollicité sous forme d'une éthique de soutien pour participer à ce genre de comité décisionnel et de ce genre de réflexion et prise du point de vue juridique, le médecin responsable du patient qui finalement prend la décision en dernier lieu reste responsable juridique. Voilà, il y a une question concernant la chloroquine qui concerne le traitement clinique. Peut-être on peut y revenir à la fin, parce que le traitement concret, les traitements médicamenteux, proprement dit, ne concerne pas de façon primaire les comités d'éthique, à moins qu'il y ait un problème ou un conflit éthique qui en découle, mais peut-être Madame Carla Duval peut nous expliquer ça à la fin pour que je puisse y répondre. Toutes les décisions éventuelles de refus d'admission aux soins intensifs ou de désescalade thérapeutique sont bien sûr à argumenter et à formuler par l'équipe soignante pour garantir la transparence de la décision et permettre de documents d'appui pour une évaluation, par exemple, juridique a posteriori après la pandémie. Ces décisions, ce genre de décisions doivent être soutenues par l'institution qui doit veiller à ce qu'elles puissent être prises indépendamment de ou externe, quelle qu'elle soit. Et dans ce contexte, je vous rappelle l'hôpital ministre anglais Boris Johnson au Thomas Hospital à Londres est facilement imaginer que automatiquement l'équipe soignante qui doit donc prendre en charge ce patient, faire des décisions, risque d'avoir une pression différente
par rapport à la prise en charge d'un sans-abri qui aurait besoin d'être soigné, d'être pris en charge. Donc là, les recommandations sont claires. Oui, la question de monsieur, madame Broccoleri est très pertinente et très importante. Est-ce qu'un handicapé physique, non, un mental en bon état de santé physique peut être considéré au même rang et serait éligible au même rang pour un traitement par rapport à une autre personne sans anomalie physique ni psychique. Cette question du point de vue de l'éthique, je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse, et c'est de répondre par une personne avec un handicap mental, mais qui est en bon état physique, de santé physique, qui a une bonne expérience de vie physique, il a la même valeur par rapport à une personne qui n'a pas cet handicap physique et qui est dans un autre un état physique pareil ou de bonne santé. Nous n'avons pas le droit de juger de l'importance ou de la valeur d'une vie d'une personne handicapée par rapport à une personne non handicapée. Donc là, c'est clair, la réponse, les deux ont la même valeur, et la réponse est oui. Alors, dans le but de gérer mieux la prise en charge et la poursuite du plan thérapeutique, une bonne communication et un contact régulier avec la famille, les proches ou les représentants juridiques sont vivement recommandés. C'est un point très important, mais non seulement dans le contexte de la crise du Covid-19. Nous avons appris, et c'est l'expérience de ma vie en tant que médecin, qu'il est toujours important de chercher le contact, bien sûr, avec le patient et de l'intégrer dans le sens de l'autodétermination, dans l'intérêt du patient gleichberechtigt et qui peut décider pour lui-même, qui a le droit d'être informé du plan thérapeutique et de ce qu'il a, mais aussi de la famille. Vous avez toujours raison de chercher la communication et le contact avec la famille pour pouvoir travailler dans un contexte éclairé et de solidarité avec le patient, sa famille et l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose d'important, mais qui concerne pas seulement la crise actuelle. Et malheureusement, l'arrêt de réanimation d'un patient avec un très mauvais pronostic s'avère incontournable. Et il doit par exemple être extubé, écarté du respirateur, de la réanimation. Ce patient ne doit pas être abandonné. Il doit bénéficier d'une prise en charge autre, mais importante, selon les principes de la médecine palliative, qui comporte l'analgésie, réduire au maximum ses angoisses et sa souffrance dans cette phase de fin de vie. Pour ce faire, dans le cas idéal,
les transférer dans un service adapté, non intensif, qui devrait être disponible et intégré dans l'institution. Après le décès, une prise en charge respectueuse du cadavre en toute dignité, ainsi qu'un accompagnement approprié de la famille du défunt est à prévoir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entendu dans le journal, dans les nouvelles, qu'à certains endroits, les cadavres dans le hall d'une patinoire, parce qu'elle était... il y avait donc en tant que chambre frigorifiée, ou bien dans un hall à Rungis à Paris, où normalement on procède au stockage des marchandises, des aliments qui nécessitent d'être stockés. Est-ce que c'est possible de traiter les cadavres en dignité dans de telles conditions? Bien sûr, à la guerre comme à la guerre, ce n'est pas le cadre d'une morgue habituelle, mais je pense que même dans ces situations, par de petites choses, petits détails, comme l'agencement de diminution de la sonorité, diminution de la luminosité, mise en place de quelques bougies par exemple, on peut improviser une atmosphère de dignité qui est probablement appréciée par la famille. De même pour l'accompagnement de la famille, si l'équipe soignante est à bout et que le service est archi plein et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour prendre en charge la famille, il semble quand même important que quelqu'un de l'équipe soignante se prenne au moins quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, pour donner des nouvelles à la famille pour qu'elle puisse dire au revoir et qu'elle puisse, comment dirais-je, partir dans le calme et dans la confiance, sans aigreur et sans reproche. Maintenant, il est important aussi que l'on prenne soin des équipes soignantes et de veiller au bon équilibre de celles-ci. Les directions des institutions hospitalières devraient mettre à disposition des équipes soignantes les ressources exceptionnelles en accompagnement psychologique, catering, commodités diverses, etc., pour les aider au maximum afin de pouvoir réduire leur anxiété, leurs angoisses et leurs reproches concernant les risques de leur travail, les répercussions par rapport à leur famille, à leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints, etc. Une fois la pandémie surmontée, il semble important de charge la souffrance et les traumatismes des équipes soignantes. On parle de choc post-traumatique dans le cadre, par exemple, d'un débriefing éthique et psychologique. De même, une fois la crise finie, au niveau national et international, au niveau politique, médical, économique et des forces de l'ordre, il est prévoir un débriefing pour tirer les leçons et les conséquences nécessaires pour être mieux
mieux préparés à des crises. La prochaine crise viendra. La question n'est pas si elle viendra, mais la seule question, c'est que quand est-ce qu'elle viendra. Et donc, il serait important de profiter de ces expériences pour le futur. Un point très important, en cette période de crise où tout se tourne autour du Covid-19, on parle que de Covid-19, que des patients atteints de Covid-19, toutes les ressources, risques matériels, personnels, logistiques, risquent d'être monopolisées par cette pandémie. Il faut cependant ne pas négliger de penser et de prendre en charge les patients Covid négatifs qui eux aussi, très souvent, sont atteints d'une maladie importante, d'une souffrance importante. Et il faut éviter qu'ils prennent le risque de supporter des répercussions et lourdes les mettant en péril. Bien sûr, il ne faut pas éviter de penser aussi aux autres patients. Et pour finir, j'aimerais encore mettre le point sur quelque chose, pour rejoindre une question la dernière question qui a été posée. La pandémie ne prend pas son temps. Il importe de réagir vite et d'improviser tout le temps en essayant de faire, si possible, des réflexions, des recommandations aussi fondées que possible. Toutefois, vu la rapidité de l'expansion du virus, le manque de connaissances validées, fiables, et qui changent en plus au rythme et se multiplient au rythme journalier, aussi bien la politique que les médecins et les scientifiques travaillent dans un contexte général d'incertitude qui change tout le temps. C'est malheureusement sous navigation à vue qu'il faut décider, sachant qu'une anticipation à l'avance, bien sûr, serait souhaitable et nécessaire. Dans ce contexte, il faut parler des fake news, des mauvaises nouvelles, des fausses nouvelles qui parcourent les médias. Il y a des rumeurs comme quoi les corticoïdes seraient contre-indiqués, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le virus qui tue le patient, c'est la réaction immunitaire et anti-inflammatoire démesurée qui détruit les organes et qui tue le patient. Et les corticoïdes sont l'un des meilleurs immunomodulateurs que nous avons. Il n'y a pas de grandes études, il n'y a pas des études validées, il n'y a pas des études vraiment qui puissent satisfaire aux critères de l'evidence-based medicine, mais les expériences en Chine, en Italie, etc., en France, semblent quand même montrer que les patients qui reçoivent du Medrol, par exemple, dexaméthasone 20 mg 5 jours, et puis pour 5 jours encore, profitent de ce traitement en termes de réduction de la période de respiration, réduction des répercussions d'inflammation, répercussions sur les poumons, et donc en termes de meilleure survie. Il y a d'autres qui disent qui mettent en garde après l'arrêt des corticoïdes d'une réaction rebound qui pourrait être dramatique. Enfin, un contexte vraiment préliminaire de connaissances non validées, non fiables, ce qui ne rend pas la situation plus facile.
Voilà, je suis arrivé au bout de mon exposé. S'il y a des questions, j'aimerais bien discuter un peu avec vous, euh, dans la mesure où je suis apte à y répondre. Merci pour votre attention. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc on a eu la question sur l'handicap qui était excellente. Je ne vois pas pour la chloroquine le conflit éthique. Peut-être Madame Duval pourrait expliquer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que j'ai pu être utile avec mes explications. Vous êtes au début de votre formation. Vous manquez d'expérience clinique, mais je pense que ce n'est jamais trop tôt pour commencer à faire des réflexions éthiques. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est moi qui ai posé la question sur la chloroquine. oui, Et en fait, c'est parce que normalement, pour un traitement, il faut que ce soit qu'il y ait des phases de test et que ce soit prouvé qu'il n'y ait pas de d'effets autant d'effets négatifs que d'effets positifs. Et là, la chloroquine, elle est quand même administrée par plusieurs hôpitaux sans, enfin, en guise de test, mais alors que dans les cours de philosophie qu'on a eu auparavant, euh, qu'il faut faire attention à pas faire plus de mal que de bien. Donc c'est pour ça que moi je relatais ça à l'éthique en fait. oui. Dans ce sens-là, je comprends très bien votre question et vous avez raison de la poser. Euh, Effectivement, la chloroquine est un médicament euh, qui a des effets secondaires importants et que ce n'est pas de l'eau sainte. Maintenant, apparemment, on a trouvé qu'elle réduit euh, la charge virale chez les patients. Et donc, on a commencé dans de nombreux centres, je crois que tous les centres, à l'utiliser à cet effet, faute de mieux. Faute de mieux, on mange des grives. Si vous voulez, à la guerre, en état de guerre, en état d'exception, quand on est en face de tels dilemmes de santé et qu'on est dépourvu de tout traitement, on n'a pas à disposition un traitement quelconque validé pour, pour l'utiliser. Je pense que c'est quand même justifié d'utiliser un médicament qui n'est plus en phase test, qui n'est plus un médicament de phase 1, 2 ou 3, mais qui est un médicament qui est connu depuis plusieurs décennies d'années, qui marchait, et dans ce sens-là, qui n'est pas donc un traitement purement expérimental. Je pense que je ne sais pas si c'est une réponse suffisante pour vous.
Donc ce n'est pas une nouvelle molécule qu'on utilise, dont on ne connaît pas les effets secondaires, mais c'est une molécule avérée qu'on connaît depuis longtemps. Il n'y a plus de surprise. Et si donc on trouve que la charge virale s'en trouve diminuée, je pense que c'est légitime de l'utiliser, même si vous voulez off-label, comme on l'appelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça, Madame Inès, vous posez une question très importante. Vous avez une question très importante. Encore ce matin, j'ai entendu d'une très très bonne amie à moi, dont l'amie, une personne âgée, était en Angleterre pour jouer au golf. Elle a eu un accident. La personne s'est cassé la cheville et allait juste revenir à Luxembourg quand on a constaté qu'elle a attrapé le Covid-19 en Angleterre. Donc elle a été hospitalisée en réanimation et elle vient de décéder hier soir. Maintenant, nous sommes en confinement complet. La personne décédée est en Angleterre et toute la famille est au Luxembourg. On n'a pas pu se rendre visite, on n'a pas pu se dire au revoir. C'est dramatique, ce genre de situation. Et c'est certainement extrêmement grave aussi bien pour la personne qui est en train de mourir, à l'abri des amis, de la famille, à longue distance du domicile, et pour la famille elle-même qui est confinée, qui n'a pas le droit de voyager, ni dire au revoir, ni prendre en charge le cadavre pour l'enterrer en dignité, pour dire au revoir. C'est très grave ce genre de situation. Je n'ai pas de réponse à votre question, mais je suis très, très compliant pour ce que vous avez comme ressentiment ou comme pensée. Il n'y a plus de questions? Donc, si je vous comprends bien, Madame Élise, certains pays ne l'utiliseraient pas parce que la marge, le bénéfice, la marge financière ne serait pas suffisante et que donc le médicament ne serait pas disponible chez eux. Ça, c'est une affaire, bien sûr, éthiquement inacceptable. Malheureusement, c'est une réalité. De nombreux médicaments qui sont sur le marché depuis de nombreuses années disparaissent parce que l'industrie pharmaceutique ne gagne plus assez d'argent pour le produire. Un exemple, c'est par exemple la pénicilline V, c'est-à-dire la pénicilline à un spectre mince qu'on utilise pour le traitement des streptocoques bêta-hémolytiques en ORL pour les angines, qui est un médicament excellent.
qui est exactement ce qu'il faut, ce qu'il faudrait, a pratiquement disparu du marché pour cette raison. Voilà, ça c'est un problème dans notre société dominé par les pensées financières et économiques. Bien sûr, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Dans le même sens, c'était ce que je voulais dire avec le briefing international, la politique, etc., économique. Il faut qu'on réfléchisse si dans le futur, il faut rester dans un état de dépendance de pays d'Asie comme la Chine ou l'Inde pour tout ce qui est production de médicaments ou produits importants dont on a besoin dans ce genre de situation. Donc, globalisation, oui, dans le sens positif, mais pas une globalisation aveugle, extrême, fondamentaliste, dominée par le seul but de gagner un maximum d'argent et finalement être complètement dépendant de pays qui peuvent à tout moment nous laisser sur le plan. Et donc on est à court de médicaments importants, d'importance vitale dont ont besoin nos patients. Je pense que les médicaments qui ne rapportent plus grand-chose, mais qui sont importants, qui ont leur indication dans le spectre des médicaments pour traiter des maladies importantes, devraient être produits. On devrait continuer à les produire, ne serait-ce que sur ordonnance, peut-être gouvernementale ou autre. Enfin, ce genre de choses, il faut y réfléchir.